je voulais vous montrer parce qu'actuellement, là, alors vous avez vu que depuis le début de l'intervention, même s'il y a un petit retard à l'allumage, vous avez la transcription de tout ce qui est dit en haut de l'écran. Et donc, ça, c'est une solution de vélotypie qui a été souhaitée par le FIPHFP dans chaque étape du Tour de France. Et l'objectif, c'était aussi de montrer aux partenaires que l'on peut mettre en place des solutions de compensation assez simplement. Donc, moi, j'ai un petit logiciel, on m'a donné un lien, hein, et donc on a des partenaires qui sont en métropole, des vélotypistes. Donc là, ce n'est pas la machine qui reconnaît automatiquement, ce sont des vélotypistes que je salue et qui nous accompagnent à chaque fois. Donc, nous, en fait, il suffit qu'on ait une prise de son de la sono. Donc, Sébastien, qui est à côté de la sono, s'en occupe. On envoie avec une visioconférence Teams que le son, hein, pour éviter de prendre trop de bande passante. On envoie que le son. Et puis, à partir du son, la transcription, et oui, ça fonctionne bien. Donc ça, c'était un premier aménagement, pas technique. Et puis, on a également François Gabourg, qui est un dessinateur humoriste, qui est avec nous. En fait, il est avec nous depuis la Martinique et il nous suit. Alors, je n'ai pas voulu perturber l'intervention, votre intervention, docteur. Et donc, pour l'instant, je ne vous ai montré aucun dessin, mais il nous fait des dessins humoristiques. Et à un moment donné, vous verrez, je quitterai le diaporama et j'irai chercher les cas. Alors, si vous entendez comment dire, la salle rire, ce ne sera pas en rapport avec vos propos, ce sera plutôt en rapport avec les dessins de François Gabon. Bien. Ce que je vous propose, donc effectivement, on a deux agents en situation on va dire de handicap, oui, et qui sont atteints de TMS, qui ont accepté de témoigner aujourd'hui. Donc, on peut commencer par Madame Obigwang, Valérie, si vous voulez bien. On va commencer. Donc, je vous laisse. Oui, ben voilà. Merci Nadine pour le micro, parce que je n'ai pas le bras assez long. Et donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment les symptômes sont arrivés, comment les TMS sont, je ne vais pas dire habités, quoi, mais sont entrés dans votre vie et les répercussions au travail, comment ça s'est passé et comment un peu votre cheminement. Bonjour à tous, je suis Valérie Obigwang, assistante médicale au CHC. Petite précision, mon service est excentré au CHC. Donc, les TMS ont débuté en 2004. Donc, je me suis retrouvée en 2005, 3 mois d'arrêt maladie, suivi d'un congé longue maladie. Et ces troubles étaient liés à des gestes répétitifs dans ma profession, ainsi que le port de charge assez importante. Donc, ça a commencé par des douleurs au niveau de ma ceinture scapulaire, c'est-à-dire les épaules, le rachis cervical. Donc, à la suite de ça, je pensais, moi, en 1 mois d'arrêt de maladie, que ce problème se régleraient. Et au final, je me suis retrouvée donc avec 3 mois d'arrêt maladie, suivi de 3 mois de longue maladie. À la suite de ça, j'ai eu un mi-temps thérapeutique de 3 mois, d'où une première reconnaissance de maladie professionnelle en 2011, une deuxième reconnaissance de maladie professionnelle en 2017. Voilà. Donc, ce sont des douleurs qui étaient au début ponctuelles liées à certaines tâches et qui sont devenues plus régulières. Les simples troubles se sont transformés en pathologies chroniques, donc des douleurs permanentes, beaucoup d'antalgiques, beaucoup d'anti-inflammatoires, beaucoup de séances de kinésithérapie. Dans le cadre de ma fonction, j'ai eu 2 visites du CHSCT de l'hôpital qui ont reconnu les conditions de travail défavorables. La visite d'un ergonome
Donc, il y a une étude de poste. La visite aussi de la DRH. Et malheureusement, je n'ai pas eu de solution à mes problèmes. Voilà. Quelles étaient les tâches qui posaient problème? Alors, beaucoup d'archivage, parce qu'étant excentrée, je n'avais pas de salle d'archivage. Donc, je stockais tout dans des dossiers, dans des armoires. Donc, je passais mon temps à faire les mêmes gestes répétitifs. Il y avait aussi la lourdeur des travaux, puisque vous avez de gros dossiers. Vous avez aussi les clichés de radiologie que je classais au-dessus des armoires. Donc, des paquets assez volumineux. Donc, on est dans la situation que vous décriviez, docteur, tout à l'heure, de monter justement les bras assez hauts, de porter des charges lourdes. Tout à fait. Très bien. Et dans la description du docteur Dorcheval, en fait, quand je me suis puisque j'ai revécu en fait, le passé, le début de la maladie. On pense que dans 1 mois, 2 mois, tout rentre dans l'ordre. Et au final, on se retrouve, voilà, comme je l'ai précisé, avec des pathologies chroniques. Et pas seulement sur le plan professionnel, mais aussi dans sa vie personnelle. Moi qui ai mes activités sportives, tout ce qui sollicite les épaules, je ne peux plus. Une tâche aussi simple, le ménage, pareil. Je fais appel à une société privée pour le ménage et j'aime jardiner. Malheureusement, je suis limitée. Et aujourd'hui, quel est ton. Dans un premier temps, il y a des difficultés à trouver des solutions bien concrètes pour que vous ne soyez plus en difficulté sur votre poste de travail, pour que vous ayez des conditions adaptées à vos problématiques de santé. Aujourd'hui, qu'en est-il? Alors, après la deuxième reconnaissance de maladie professionnelle en 2017, j'ai eu une aide qui m'a été apportée par une aide humaine. Elle est à 0,5 dans mon service et justement, elle pallie les tâches qui me sont contre-indiquées. À savoir qu'avec le médecin du travail, donc, nous avons essayé par la SAMET d'avoir une auxiliaire professionnelle. Il n'y a pas eu de retour. On avait sollicité auprès de la DRH, pareil, une aide qui m'a été refusée. Donc, j'ai continué à travailler comme dans les mêmes conditions. Donc, malheureusement. Donc, si je comprends bien, aujourd'hui, la solution. Est-ce que vous faites encore les tâches d'archivage au même rythme qu'avant? Non, pas du tout, puisque j'ai une aide pour ça. Malheureusement, quand elle est absente, je retourne dans ces tâches qui me sont contre-indiquées parce qu'il faut absolument que le travail avance. Donc, ce n'est pas seulement des tâches d'archivage, mais aussi des tâches surtout de classement. D'accord. Donc aujourd'hui, vous êtes quand même dans des conditions de travail qui ne sont pas parfaites. Si Elles ne sont j'entends pas bien, parfaites, mais il y a quand même une il y amélioration. a une grosse amélioration, c'est que quand votre collègue est là, et Voilà. je crois que ce mi-temps, il n'était pas uniquement dédié à vous aider, en fait, c'était un renforcement de service. Et on a profité de ce renforcement de service pour partager les tâches de manière à prendre en compte vos douleurs. Bon problème. Donc, très bien. Du côté de notre ergonome, du côté de notre médecin du travail, est-ce qu'il y aurait il y a un peu quel est votre regard sur une situation comme ça? On n'a pas été très bon sur le côté précoce, hein. Tout à l'heure, on a vu que c'est le côté précoce. Là, alors, on va retrouver quand même, parce que le début de vos symptômes, c'était à quelle période? Ça a commencé en 2004. Donc, les douleurs se sont intensifiées. Et en 2005, à un moment, je n'arrivais même plus à lever les bras. Donc, c'était des douleurs, comme l'a expliqué Madame Dorgeval de la coiffe des rotateurs au niveau des épaules. Donc, je me suis retrouvée actuellement, c'est bilatéral, donc ce sont les 2 épaules. Le rachis cervical avec des paresthésies, donc des fourmillements aux épaules, perte de force, asthénie, donc grande fatigue. Et c'est vrai que c'est un handicap, certes invisible, mais pour la personne qui vit ces moments, c'est vraiment du but.
C'est compliqué. C'est C'est compliqué. compliqué aussi bien C'est professionnel qu'à titre Oui, personnel. oui. Alors 2004-2005, en fait, on est avant la création du FIPHFP. Euh, les employeurs publics ne sont pas soumis à une. Enfin, s'ils sont soumis avec obligation d'emploi, mais sans contribution financière, parce qu'à l'époque, en 87, on a créé l'obligation d'emploi de contribution financière pour les employeurs privés et pas de obligation sans contribution pour le public. L'idée, enfin, en tout cas, c'est ce qui avait été présenté, c'est que les employeurs publics étaient suffisamment vertueux pour faire ce qu'il fallait pour le public. Mais on a beau être vertueux, on a beau avoir des qualités morales, ça ne fait pas de la compétence. Ça ne fait pas de la compétence. En fin de compte, l'intérêt de la GFIP, rapidement, on l'a vu, c'est pour ça que l'État a ensuite, quelque part, décliné le modèle du privé dans le public. C'est que l'intérêt de la GFIP, c'est que c'est un fonds, mais c'est un fonds intelligent, comme le FIPHFP. C'est un fonds qui va mettre à disposition des employeurs des expertises, des compétences, des moyens pour trouver des solutions. Et on voit bien qu'à l'époque, eh bien, ben, ça manquait, et donc on a des situations qu'on laissait se dégrader. Je pense qu'à l'époque, il y a eu une visite de la DRH, il y a eu quand même les gens ont bien compris qu'il y avait un problème, mais je pense qu'ils étaient démunis. Ils étaient démunis à l'époque parce que pas de ressources, pas d'expertise. Eh bien, on vous a laissé. Bon, à l'époque, on aurait pu trouver des solutions, mais a priori, bah, ça ne s'est pas. Donc c'est vrai que je trouve que votre témoignage est intéressant parce qu'on voit que bah, le fait de ne pas avoir traité de manière précoce, le fait d'avoir laissé les choses s'installer, se dégrader, bah, à un moment donné, tout le monde y perd. Vous y perdez en capacité, et puis l'employeur aussi y perd parce que c'est bien compliqué. Il y a eu des arrêts maladie. Il y a eu, et encore aujourd'hui, il y a ce qui était les conséquences pour l'employeur, en fait, des TMS qui ont été présentées par le docteur Cheval sont toujours présentes 20 ans après. Malheureusement. Très bien. Donc, je remercie quand même la journée d'aujourd'hui parce que sensibiliser les employeurs sur les TMS, c'est vraiment important parce que ce qui peut paraître banal au début, comme trouble, peut vraiment se compliquer et devenir des pathologies plus importantes, chroniques. Et forcément, dans sa vie personnelle, ça devient, comme le titre, un handicap vraiment invisible aux yeux des autres. Et c'est nous, en tant que malades, voilà, qui nous battons contre la maladie. Alors, j'aurais d'autres questions. Là, on a parlé un peu voilà, de votre histoire, de comment l'employeur a géré la situation. Et comment ça s'est passé avec les collègues? Parce que ce handicap invisible, ben voilà, il est invisible. Et est-ce que les collègues ont compris? Est-ce que pour eux, il va y avoir des absences, forcément? Est-ce que tout ça, ça s'est bien passé? Ou est-ce que certains se demandaient un petit peu, passaient et vous soupçonnaient un peu d'abuser du système, comme on dit? Donc, au contraire, je remercie mes collègues parce qu'ils ont été sensibles à mes problèmes. Ils m'ont épaulé jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs. Parce que quand je me retrouve en difficulté, ça fait effectuer une tâche. Donc, non, de ce côté-là, ça a été. Franchement, ils ont été adorables. Alors, je vais poser la question autrement. Est-ce que vous pensez pertinent de sensibiliser le collectif de travail, des collègues, au fait qu'il peut y avoir des situations de santé, des situations de handicap invisibles et qu'à un moment donné, Ah oui, tout à avant de fait. poser des jugements, peut-être Non, tout à appeler à fait, la prudence avant de poser des jugements. tout à fait. Donc, merci les collègues, mais avec un peu de sensibilisation, ça pourrait aller mieux. C'est ça? Oui, D'accord. Je vous remercie. OK, merci beaucoup pour ce témoignage. Des remarques, docteur? Merci pour votre intervention, Marie Lévon. Justement, pour revenir sur le sujet du collectif, c'est vrai que là aussi, le dossier MDPH, en fait, quand on obtient la RQTH, finalement, ça peut parfois donner une certaine, je ne vais pas dire une légitimité, mais au moins une information claire, en fait,
sur le fait que, eh bien, effectivement, on a des soucis de santé et que bah, de ce fait, on doit effectivement avoir des aménagements. Et, et parfois, ça peut aider dans des cas où il peut y avoir des tensions. Alors, évidemment, le statut RQTH, il, il est confidentiel. Enfin, en tout cas, l'agent n'est pas obligé de le dire, bien sûr, à ses collègues, ni même à l'employeur. Mais parfois, ça peut apaiser des tensions, en fait, savoir que la personne est reconnue en tant que travailleur handicapé. Eh bien, parfois, voilà, ça peut aider. Qu'est-ce que vous en pensez, madame? Bonjour tout le monde. Alors, pour enrichir un peu les propos que Mme Opinion a évoqués, ainsi que ma collègue le docteur Barbara Dordeval. Donc, je suis psychologue du travail et ergonome. J'ai été sollicitée pour la situation de Mme Opinion. Donc, comme vous l'avez entendu, elle souffre de douleurs depuis 2004. Moi, j'ai été saisie pour la prise en compte de sa situation en 2018. Donc déjà, bon, alors, aussi pour être honnête, pour aller jusqu'au bout de la réflexion, j'ai intégré le poste en 2012. Déjà. Donc déjà, à ce moment-là, ça peut expliquer déjà la difficulté le fait qu'elle soit restée un long moment aussi sans solution. Sur mon poste, non, il est resté vacant un long moment et surtout, il n'y avait pas d'erreur. C'était psycho du travail, mais pas possible. Ensuite, là aussi, où ça devient important aussi de préciser, c'est qu'il y a plusieurs acteurs qui sont intervenus, mais ça met en lumière quand même, finalement, le besoin de travailler en pluridisciplinarité. C'est-à-dire que seul, on a effectivement des solutions qui peuvent permettre de soulager la personne. Néanmoins, les décisions ne sont pas prises seules, les décisions sont prises en collectif en fonction des contraintes de chacun. Donc, c'est là aussi qu'il est important de se dire, oui, on a des outils, mais comment on les utilise? Merci beaucoup. Vous venez d'illustrer l'intérêt de la précocité. Donc là, pour le coup, on voit bien que, mais on n'est plus dans les mêmes années. Le FIPHFP est mieux connu, les dispositifs également. On sait qu'on a un problème dans la fonction publique avec, j'ai envie de dire, une tension sur la médecine du travail. On n'a pas assez de médecins du travail, pour le coup, on en a aujourd'hui, on est gâtés, mais pour le coup, et ça, c'est vrai que ça peut représenter une difficulté pour les employeurs pour traiter les situations. C'est pour ça que l'offre de service du FIP est importante. Et à un moment donné, c'est du temps, c'est de l'expertise qui est mise à disposition d'employeurs qui, en interne, n'ont pas forcément tous les moyens de traiter les situations. Donc, il n'y a plus d'excuses aujourd'hui, il n'y a plus de raison d'attendre. La précocité, on l'a réussi. Oui, Mme Jacqueline. Par contre, il faut le micro. Bien, alors effectivement, je m'appelle donc Ariel Jacquimer et je suis la chargée de mission EDI, Égalité, Diversité, Inclusion, donc sur les services de l'État en Guyane. Alors, moi, lorsqu'on parle de handicap, de situation effectivement des agents, je crois qu'il y a un facteur sur lequel on va devoir s'investir collectivement. Ça porte sur le collectif de travail, en fait. Parce qu'on demande à faire en sorte que l'administration devienne un peu plus inclusive, mais l'inclusion se travaille à partir de plusieurs leviers. On a vu également que c'était la capacité de travailler en pluridisciplinaire, de se professionnaliser, mais il nous faut pouvoir embarquer tout le collectif, je veux dire, de travail pour qu'ils deviennent acteurs finalement de cette inclusion. Et là, je crois qu'il y a un gros travail, je veux dire, d'accompagnement pour faire évoluer le niveau de conscience générale, parce que aujourd'hui c'est madame, demain ça peut être nous. Finalement, nous sommes tous concernés par cette problématique, elle nous appartient toutes. Hein. Et il nous faut réfléchir sur comment embarquer le collectif de travail dans cette prise de conscience.
Ça aurait pu être une transition pour la deuxième table ronde. Merci, Stéphane. Mais on va déjà terminer celle-ci. Merci, Ariel Jacquemin. Bien, mais oui. euh, Alors aussi, juste pour compléter les propos, on parle depuis tout à l'heure de prévention, d'agir bien en amont de la situation pour pouvoir éviter les altérations de la santé des agents. Quand on parle de prévention, ça peut être à deux niveaux. Ça peut être sur un niveau où on a remarqué, par exemple, que des secrétaires de tel secteur souffrent plus de canal carpien, par exemple, comme a évoqué le docteur Dangeron. Il est important, du coup, de faire une analyse de l'ensemble des postes, de porter conseil à l'ensemble des secrétaires, même avant que les symptômes apparaissent, pour pouvoir justement prévenir. C'est-à-dire, admettons que dans le service de Madame Aubignon, elles étaient 10. Madame Aubignon a révélé des symptômes. Et pour éviter que ces symptômes naissent chez d'autres agents, on leur propose un aménagement aussi de poste. Et puis, dans un autre temps, il y a de la prévention encore beaucoup plus en amont, en termes de conception. C'est-à-dire que dans la conception même des locaux, on peut faire intervenir un ergonome, par exemple, pour qu'ils puissent, avant même que les salariés occupent leur poste de travail, réfléchir à comment l'installation des agents pourrait justement éviter la naissance de symptômes, de pathologies, etc. Donc, on est vraiment dans la construction. Mais là, encore une fois, quand je dis que c'est un travail pluridisciplinaire, c'est qu'il y a aussi à prendre en considération les contraintes de chacun. Tout le monde n'a pas les moyens d'appeler un ergonome en amont dès la conception. Tout le monde n'a pas le temps, forcément. Mais en tout cas, ça fait partie des outils qui sont possibles et que vous tenez à évoquer là avec vous ce matin. Alors là, j'imagine l'ergonome qui arrive dans des locaux neufs et qui s'arrache les cheveux en se disant, mais c'est pas possible. Encore en 2023, en 2024, faire des erreurs pareilles, mais on va payer ça pendant des décennies, mais c'est pas possible. Alors, en fait, il y a peut-être une solution. Là, on a des services de l'État qui lancent des appels d'offres qui font appel à des architectes. Ben, il y a dans les cahiers des charges, on peut peut-être installer l'exigence d'avoir un ergonome qui participe à la construction du projet, à l'analyse du projet, pour éviter ce type. C'est peut-être pas si compliqué. Voilà. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est pas forcément dans la culture, mais il va falloir que ça change quand même, parce qu'on va arrêter. J'avais raison en disant, mais c'est pas possible en 2024 faire encore des erreurs comme ça. Je suis sûr que vous voyez ça. Je me trompe? Oui, évidemment. Souvent, notamment par rapport au positionnement des prises pour les ordinateurs, à proximité des fenêtres, par exemple. Et bien voilà, comme ça c'est dit, hein. Tout le monde repart avec un to-do list bien chargé. Hein. Juste une précision. C'est vrai que pour revenir sur la prévention primaire, en fait, avant même effectivement que les personnes se plaignent, viennent consulter, eh bien, je pense que ce serait vraiment là où il y aurait le plus d'impact en fait finalement sur le long terme. Et par exemple, je rêve d'une structure où lors de la construction, on mettrait directement des bureaux assis debout, électriques, des sièges avec des repose-têtes partout, des repose-pieds partout, des bureaux perpendiculaires aux fenêtres uniquement, euh, des souris ergonomiques, des souris verticales pour tout le monde. En fait, je pense que de mettre en place tout ça, je pense que ce serait inférieur sur le long terme au coût de la prise en charge des troubles musculo-squelettiques, de l'indemnisation des maladies professionnelles, etc. Et puis, ça réduirait aussi, en dehors des troubles physiques, ça augmenterait quand même l'attractivité de venir travailler dans une structure, ça augmenterait le bien-être au travail aussi, tout simplement. Donc, un jour peut-être. I have a dream. Version médecin du travail. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, Madame Otmani, vous avez une histoire un peu différente.
c'est pas forcément le travail qui est venu vous embêter, mais les TMS, vous savez quand même, vous savez ce que c'est. Et vous pouvez nous raconter un peu votre parcours, comment les TMS se sont invités dans votre vie? Je suis soignante de formation. J'ai fait Et 2009, les premiers symptômes articulaires, musculaires se sont présentés à moi. Je n'en ai pas tenu compte parce que j'ai continué mes activités normalement. Oui. Et malheureusement, ces douleurs articulaires, musculaires se sont intensifiées sur l'année 2009. Qui m'a obligée à être mise en arrêt de maladie avec une hospitalisation, consultation médicale, voire pluridisciplinaire, et rien. Rien. On n'a pas posé de diagnostic sur mes maux, MAUX. Galère pendant 4 ans, pas d'étiquetage de maladie. Et courant 2013, à la suite d'un bilan de sang, et on a étiqueté la pathologie. Ça restait proprement. À partir de là, décision collégiale de donner un poste aménagé avec des horaires aménagés, consultation avec la médecine du travail, ce qui a été fait. Et à partir de là, tout s'est déclenché. Et j'ai dû patienter pratiquement 5 ans pour pouvoir bénéficier d'un aménagement de poste, d'un aménagement d'horaire, changement de service, pour avoir une position au travail un peu plus confortable que ce que je connaissais. À partir de là, le médecin du travail m'a présenté un dossier d'RQTH. Donc, on m'a envoyé à la MDPH et ça a été accepté avec une validité. Et fauteuil ergonomique et repose-pied, aménagement d'horaire et aménagement de poste. Donc, de ce fait, je me suis retrouvée agent d'accueil aux urgences du CHEC pendant 18 mois, je pense. Donc, si je ne me trompe pas, 18 mois. Par la suite, entre-temps, j'ai envie de dire, avant la pose du diagnostic, il y a eu des arrêts de maladie à répétition. Les plus longs ont été de pratiquement 90 jours, puisque j'ai eu des petits arrêts fractionnés, on va dire. Et le plus important était de 90 jours, avec bien sûr des traitements assez lourds, qui ne correspondaient pas réellement à ma pathologie. Non, mais vous étiez dans la période pendant laquelle bien la maladie n'était pas diagnostiquée. Et Ouais. puis, bon, voilà, vous aviez des traitements pour masquer les symptômes. Masquer les symptômes. Bon, j'ai des petites pertes de mémoire. Excusez-moi. C'est des traitements qui font que. Donc, j'en étais à ce stade-là. Et avec une aide ménagère, puisque je ne pouvais plus me suffire à moi, mes gestes quotidiens ont été impactés. Donc, il y a eu une assistante de vie qui est venue m'aider pour les repas, mais pour ma prise en charge pour tout ce qui est gestes quotidiens, la toilette, bien sûr, parce que je ne pouvais plus me suffire à moi-même, comme je l'ai dit. Et à partir du moment où la maladie a été étiquetée, j'ai envie de dire que tout s'est mis en place. Poste de travail, mon aménagement de poste, mon aménagement d'horaire. Et on m'a même proposé de changer de service. Je suis allée à la DRH. Il n'y avait pas d'ergothérapeute à l'époque qui m'aurait bien aidé, mais je ne suis pas restée à rien faire. Je suis allée faire mes recherches moi-même. Et c'est comme ça que je suis rentrée en contact avec l'association AFM, qui m'a beaucoup aidée. De temps en temps, enfin tous les ans, faire sa présentation. Et donc, j'ai eu des contacts avec ergothérapeute, assistante sociale, et on a pu aménager chez moi, parce que là aussi, il faut dire, chez soi, c'est important. J'ai eu un ergothérapeute qui est venu étudier mon appartement et a fait faire des aménagements qui ne sont pas négligeables, notamment les robinetteries avec des mitigeurs
sont assez intéressantes, puisque tourner un robinet, ce n'est pas évident. On a des douleurs articulaires. Donc, ça m'a bien aidé. La position de la chambre, pour pouvoir déambuler sans avoir à me blesser, pas de tapis au sol. Beaucoup de choses qui ont été mises en place et qui aujourd'hui sont un certain soulagement. Au point de vue employeur, alors, quand je suis arrivée à la DRH, je n'avais pas de fauteuil ergonomique. J'ai été obligée de passer par le médecin, puisque à l'époque, on disait qu'un fauteuil était valable 10 ans. Donc, la nécessité d'en avoir un sans passer par la médecine du travail. Donc, j'ai fait ma demande auprès de la DRH et je l'ai eu en une semaine. Ça a été relativement rapide. Ensuite, malheureusement, bon, au bout de temps, j'ai présenté les symptômes mais ralentis. En 2017, je suis de nouveau en arrêt maladie. Voilà. À mon retour, il n'y a pas eu de changement sur mon fiche de poste, alors que je l'avais demandé, puisque je faisais aussi de l'archivage. Position assise debout prolongée était assez douloureuse. Il n'y a pas eu de changement, donc j'ai été voir le médecin du travail qui a mis en place des restrictions qui ont été accordées. Et puis par la suite, j'ai pu travailler sans problématique. Jusqu'en février 2023, où j'ai bénéficié de CNV. Je suis revenue au travail février avec un changement de bureau, donc aménagement de tout le matériel bureautique, qui a été quand même assez intéressant, puisque c'est moi qui ai demandé ce qui devait me convenir. Là, vous court-circuitez tout le système, là. C'est vous qui décidez l'aménagement, vous êtes ergonome, vous êtes médecin du travail. Et puis on suit vos préconisations. Ben, écoutez, c'est pas forcément dans l'ordre des choses, mais ça a l'air de fonctionner. Donc, tant mieux. En tout cas, moi, ce que je retiens de votre intervention, c'est que pendant la période d'errement, avant de poser le diagnostic, eh bien, c'était quand même compliqué pour vous, parce que vous disiez ça devait être compliqué au travail, ça devait être compliqué à titre personnel. Euh, Vous aviez le fardeau de la maladie, comme vous disiez tout à l'heure, il devait être lourd, ce fardeau quand même là. Hein, il devait être lourd. Totalement. Et puis du côté de l'employeur, en fait, vous n'en avez pas parlé. Comment vous avez géré les choses au travail? Alors, mais comme je le disais tout à l'heure, il n'y avait pas d'ergothérapeute et puis il y a un manque d'information. On ne nous dit pas, nous, salariés, à quoi nous pouvons prétendre. Quand les premiers symptômes arrivent, on consulte la médecine du travail, mais on n'a pas forcément toutes les informations. Si on n'a pas un minimum d'informations nous-mêmes, on ne pourra pas poser les questions. De ce fait, on n'aura pas les réponses. Donc, tout à l'heure, on disait que c'était intéressant de sensibiliser le collectif de travail au fait qu'il puisse y avoir des situations. En gros, la santé peut s'inviter au travail, même si c'est invisible. Et puis, d'un autre côté, pour soi-même, si ça nous arrive, qu'on ait aussi quelques informations vers qui se tourner. Tout à fait. Parce que je me suis tournée vers l'AFM, mais en fait, l'AFM, ce n'était pas vraiment une association qui me correspond par rapport à mes pathologies. Il aurait fallu que je puisse avoir un autre contact. La fibre, par exemple, je ne savais pas que ça existait, mais j'avais quand même la MDPH qui, elle aussi, m'a donné un bon coup de main. C'est ce travail, c'est bien. C'est bien. Très bien. Non, mais on voit, c'est vrai qu'au final, le paysage peut sembler un peu compliqué, qu'on a en plus le fardeau de la maladie à porter, et qu'il faut arriver à se repérer dans un paysage qui est quand même assez, au final, assez complexe pour les non-musiciens. Cela dit, je tiens quand même à remercier le centre hospitalier, puisque à partir du moment où la maladie a été étiquetée, tout s'est mis en place rapidement. J'ai des collègues qui à l'heure actuelle, sont en train, excusez-moi, mais de galérer. Elles galèrent pour avoir un changement de poste, un aménagement d'horaire, parce que nous sommes nombreux dans ce cas de figure et il n'y a pas suffisamment de postes à pourvoir
nous, les personnes en situation de handicap invisible. Alors, il y a un acteur qui est quand même central dans cette affaire-là et qui légitime la nécessité de ces aménagements, c'est le médecin du travail. Il ne suffit pas d'avoir une RQTH pour... alors, on a déjà rencontré des employeurs qui n'étaient pas très au clair sur tout ça, et à partir du moment où un agent en situation de handicap faisait une demande, eh ben, en fait, on considérait que ça s'imposait à eux. En fait, et parfois, c'est rare, mais dans des demandes qui étaient non fondées et qui étaient exagérées. Donc, en fait, il y a un acteur dont le rôle, c'est de légitimer la nécessité et donc, c'est le médecin du travail. Donc, le conseil qu'on peut donner à un docteur, vous rectifierez, mais le conseil qu'on peut demander à ces agents qui galèrent, comme vous dites, eh bien, c'est de prendre rendez-vous auprès du médecin du travail, d'expliquer et puis je vous laisse compléter, parce que c'est votre mission, docteur. Oui, effectivement, le rôle du médecin du travail, c'est quand même de coordonner l'équipe pluridisciplinaire. Mais bien évidemment, en fait, son action ne peut qu'être effective en fait, dans le cadre de la pluridisciplinarité, avec l'assistance sociale qui vous accompagne sur les démarches de RQTH, le dossier MDPH aussi, parce que la MDPH, ce n'est pas que la RQTH. Et préciser ça aussi, que, dans le dossier on se met auprès de la MDPH, donc il y a la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, il y a aussi la demande de carte mobilité inclusion, mention de priorité, mention invalidité, la carte de stationnement aussi, la prestation de compensation du handicap, par exemple, pour demander d'avoir des fonds pour reprendre, par exemple, une auxiliaire à domicile ou une aide ménagère. Et, euh, et je pense que c'est important aussi que l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail, même si évidemment son rôle premier, c'est en rapport avec le travail, mais je pense que c'est important aussi d'informer sur les droits, entre guillemets, annexes, mais finalement qui ne sont pas du tout annexes pour la personne, mais qui sont au contraire très importants et vraiment aidants pour le quotidien, et donc, a fortiori, pour le travail au quotidien aussi. Euh, le rôle, comme je disais, oui, de l'assistant social pour les différentes démarches, aussi pour les différentes démarches intra-hospitalières, comment faire pour demander un congé de maladie, à qui s'adresser. Et de même pour demander pour l'avis du psychologue de travail. Le psychologue du travail est aussi super important et permet vraiment d'accompagner avec son expertise les personnes en difficulté. Fait en difficulté du fait évidemment des conséquences en fait sur le relationnel, sur le moral de leurs problèmes de santé au travail. Et, et vraiment la pluridisciplinarité, pour revenir sur ce que disait Madame Bourgade, c'est vraiment l'essentiel. Les préconisations du médecin du travail sont d'autant plus essentielles et importantes, c'est que l'intervention du FIPHFP repose sur les préconisations du médecin. Donc, pour pouvoir bénéficier, parce que tout ce que Madame a évoqué, donc fauteuil, aménagement de l'environnement de travail, aide auxiliaire de vie professionnelle, et ce sont des aides qui sont financées par le FIP, mais nous, la première porte d'entrée, c'est vraiment la préconisation du médecin du travail. Alors, entre la préconisation du médecin et puis le financement par le FIPHFP, il y a d'autres acteurs. Je ne vais pas déflorer le sujet puisque ça fera partie de la deuxième table ronde. Mais en tous les cas, nous, c'est vraiment, et pour les acteurs qui interviennent autour de l'accompagnement, c'est l'essentiel. Vraiment, c'est le médecin du travail. Donc, si vous avez une difficulté de quelque ordre qu'elle soit, eh bien, il faut absolument que vous puissiez vous rapprocher du médecin du travail, puisqu'il y a les visites, comme le docteur a dit, obligatoires, mais il y a aussi des visites à la demande. Et c'est à partir de là qu'on pourra mettre en place tout l'accompagnement. Merci, mesdames, pour vos témoignages. On arrive à la fin. Alors, pendant qu'on change de... Oui, vous avez une question. Du coup, j'ai bien écouté attentivement les deux témoignages et il y a quelque chose, moi, juste qui m'interpelle. Vous n'avez pas eu de prise en charge au niveau du psychologue du travail, notamment madame.
parce que vous avez fait plus de 20 ans sur un poste. Du coup, vous avez dû être amené, entre guillemets, à une reconversion professionnelle puisque vous êtes retrouvé à l'accueil des urgences, si je comprends bien. Et c'est peut-être des professionnels, mais je me dis qu'il y a un deuil à accompagner pour une personne qui a fait aussi longtemps, qui s'est donné corps et âme sur un métier en plus très humain. Euh, Lorsque vous avez changé du coup votre poste de travail, ça s'est passé comment? Effectivement, je n'ai pas eu la possibilité d'avoir un psychologue puisqu'à l'époque, au CHC, il n'y en avait pas. Alors, la transition, j'ai envie de dire, au départ, je n'ai pas trop compris ce qui se passait. Je suis passée d'une carrière d'aide-soignante à agent d'accueil quasiment du jour au lendemain. J'ai pas eu d'accompagnement. Ça a été, au départ, j'ai envie de dire un déni. Un déni. Et puis par la suite, quand j'ai commencé à me remettre en question, j'étais obligée quelque part de faire le deuil de mes anciennes fonctions d'aide-soignante, mais sans accompagnement. J'ai dû psychologiquement, je ne vais pas dire me traiter moi-même, mais presque. Parce qu'à l'époque, je n'avais pas les interlocuteurs qui auraient pu m'aider dans cette transition et me donner les outils pour pouvoir bien intégrer ce nouveau poste. Mais une fois que j'ai entre guillemets, mis ma carrière d'aide-soignante de côté, j'ai pu évoluer au point de vue professionnel puisque j'ai demandé à faire une validation des acquis. J'ai été diplômée, j'ai changé de poste. Maintenant, je suis gestionnaire RH à la carrière. Donc, j'ai évolué dans mon parcours professionnel, en fait. Je ne suis pas restée les deux pieds dans le même sabot, parce que de toute façon, c'est pas moi, mais je me suis battue physiquement, intellectuellement, pour pouvoir arriver à ce que je suis aujourd'hui, mais sans accompagnement, malheureusement. Avant de clôturer la table ronde, j'avais oublié des choses à demander, effectivement. On a une ergonome, psychologue du travail, ergonome qui est autour de la table, et je vous avais demandé de nous présenter votre intervention sur les aménagements de poste est importante également, et je vous avais demandé de nous présenter, alors sur assez synthétiquement, comment vous intervenez et la plus-value que vous apportez dans le traitement des situations. Alors, comme vous avez pu l'entendre, j'ai une double casquette, mais une double casquette avec 2 compétences complémentaires. Donc, ce qui implique que je peux intervenir à la fois en fonction des problématiques sur l'axe psychologique, l'axe ergonomique et parfois les deux. De manière générale, c'est le médecin du travail qui me sollicite. Néanmoins, l'agent peut venir aussi directement à moi et en fonction des problématiques, je le renvoie vers le médecin du travail où j'avise son encadrement pour pouvoir poursuivre le travail avec cette personne. Bien entendu, elle est elle-même informée du processus et me donne son avis. Il y a aussi directement un directeur, par exemple, aussi, qui peut me solliciter par rapport à une situation complexe qu'il aurait identifiée. Donc ça, ce sont les 3 modes de saisine qui peuvent être possibles. Concernant l'aspect psychologique, effectivement, j'interviens sur tout ce qui est réintégration ou maintien de l'agent sur son poste. Réintégration, parce que comme on l'a vu sur l'une des images qui est apparue sur l'écran tout à l'heure, lorsqu'une personne est en CLM, elle s'absente maximum pendant 3 ans sur son poste de travail. Il y a des choses qui ont évolué et puis il y a de nouveaux collègues aussi. Donc l'idée, c'est aussi d'aider ses collègues à accueillir cet agent et aussi à l'agent de se réapproprier son poste de travail, si c'est possible. Voilà. Donc, il y a cette partie-là. Il y a aussi la partie de l'accompagnement justement individuel de la personne, comme disait l'assistante sociale du travail tout à l'heure, l'accompagner justement à ce deuil, le deuil, je dirais même plus de ce corps, de l'ancien corps, l'ancien elle-même, pour pouvoir justement évoluer, comme l'a très bien fait Madame Ottman. Donc voilà, il y a aussi cet accompagnement-là aussi qui est en termes psychologiques. Et puis aussi en termes psychologiques, ben, il y a tout ce qui est aussi reclassement.
reclassement qui peut être pensé à la fois par des bilans de compétences sur lesquels je peux réorienter parce que dans le cadre de mes missions, je n'ai pas cette activité-là. Néanmoins, dans le cadre des compétences des psychologues du travail, oui, ça fait partie. Donc, moi, je réoriente généralement vers des organismes habilités pour ces bilans de compétences. Donc, voilà, ça, c'est à peu près les grandes lignes de mes missions en tant que psychologue du travail sur ces questions de TMS. Alors, juste aussi pour compléter, Madame le docteur Le Barrois Berneval a parlé du RPS, c'est-à-dire que les TMS aussi peuvent apparaître suite à des mauvaises conditions générales de travail qui peuvent aussi inclure les relations au travail. Donc là aussi, en tant que psychologue du travail, je contribue à tout ce qui est politique de qualité de vie au travail. Je pourrais en tout cas le faire. Sur la partie ergonomique, j'interviens sur les 3 axes. Donc, le premier qui est le maintien, parce que c'est souvent sur cet axe-là qu'on est sollicité, c'est-à-dire quand il y a la crise, on nous interpelle. Donc, ça va être du maintien ou du reclassement. Donc, l'idée, c'est d'aménager le poste de travail de l'agent, l'environnement complètement, parce que quand on parle d'aménagement de poste, on a souvent l'impression qu'il s'agit de matériel. Il ne s'agit pas que de ça, il s'agit aussi d'une organisation beaucoup plus large à penser. Donc, l'idée pour nous, c'est d'apprendre un peu à savoir, à distinguer ce qui est du travail réel et du travail prescrit. C'est-à-dire tout ce qui est demandé à l'agent en fonction de quels moyens il a, et le travail prescrit, tout ce qu'il est censé faire comme innovation pour arriver justement à atteindre ses objectifs. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'agent, il fait toujours des régulations. Ce sont ces régulations-là qu'on va essayer d'identifier et ces variabilités aussi qu'on verra au sein de la personne elle-même, parce que la façon dont je vais aménager le poste de Mme Aubigman pour une même pathologie qu'une autre personne, ça peut être complètement différent. Donc, en fonction de tout ça, on fait des préconisations, voilà, pour pouvoir maintenir ou reclasser une personne. Il y a aussi tout ce qui est la prévention. Donc, en termes de prévention, c'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Telle personne dans tel service est atteinte de ça, mais je vois aussi qu'il y a que cette problématique-là atteint plusieurs professionnels du même service. Pas forcément la symptôme, mais les problématiques d'installation, d'organisation, etc. Donc, l'idée, c'est d'élargir un peu mon étude de façon à ce que tout un chacun puisse bénéficier, c'est-à-dire qu'une nouvelle personne qui va intégrer ce service n'ait pas à souffrir des mêmes symptômes que l'agent qui a été initialement envoyé. Et puis, la troisième partie, c'est la partie de la conception, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, sur laquelle je pourrais intervenir, c'est accompagner les entreprises. Dès qu'il y a un nouveau bâtiment qui sort, dès qu'il y a une transformation, un changement d'espace de travail, voilà, je peux aussi être sollicitée. Merci beaucoup pour cette intervention synthétique. J'ai essayé de vous suivre, mais vous avez parcouru. Ouais, bravo, bravo, bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mesdames, pour vos interventions. Je vous propose de rejoindre vos places.